Salut! Depuis l'élection de Trump, il y a plusieurs controverses, on le sait, mais il y en a une en particulier qui mérite une attention assez spéciale, à savoir, est-ce que les États-Unis pourraient annexer le Canada comme 51e État? En droit interne canadien, il n'y a pas de mécanisme comme tel qui permettrait au Canada de se joindre aux États-Unis. On pourrait penser, cela dit, qu'un référendum, tout simplement, pourrait suffire à aller chercher le pouls de la population. On sait que selon les sondages actuellement, c'est le dernier léger, si je ne fais pas erreur, il y a seulement 13% des Canadiens qui seraient intéressés donc à se joindre à titre de 51e État, mais peu importe. Donc en droit interne, il n'y a rien de prévu à cet effet-là, mais il y a quand même un arrêt qui mérite notre attention, puis je vais expliquer pourquoi. C'est l'arrêt, en fait, sur le renvoi sur la sécession du Québec, qui a été rendu en 1998 et qui établissait de manière assez claire, je dirais, les règles en matière de droit interne. Ça, c'est une chose, ça s'applique pas ici. Pourquoi? Parce que c'était plutôt qu'est-ce qu'on fait si une province veut quitter la fédération. Nous, ici, qu'est-ce qui est plus important, plus intéressant, en tout cas du moins plus pertinent, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y en a en matière de droit international. On sait que tous les peuples, toutes les nations ont droit au droit à l'autodétermination interne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'un peuple peut s'autodéterminer à l'intérieur de frontières X. Il n'a pas de droit à la sécession comme telle, et là, je parle seulement en droit international, sauf si une des trois conditions suivantes est respectée. Premièrement, si le peuple en question est colonisé. On a vu ça souvent sur le continent africain. On sait que les Européens étaient très présents, la France notamment, et certains peuples africains ont utilisé le droit à l'autodétermination externe, qu'on appelle aussi le droit à la sécession remède. Sécession remède, évidemment, vous avez compris que si on parle de remède, c'est que on veut extirper le peuple des griffes du colonisateur. Donc ça, c'est le critère numéro 1. Critère numéro 2, évidemment, ne sont pas cumulatifs, c'est est-ce que on viole notre droit à l'autodétermination interne à l'intérieur même des frontières existantes. Si, par exemple, du jour au lendemain, les États-Unis débarquaient ici et empêchaient le peuple québécois de parler français, je pense qu'on pourrait penser qu'il y a une violation du droit à l'autodétermination externe qui s'appliquerait. La troisième possibilité est encore plus évidente parce qu'on prévoit expressément la possibilité d'un envahissement, qu'un envahisseur débarque ici, comme c'était le cas de l'Irak au Koweït au début des années 90, j'y reviendrai. Donc, dans un cas comme celui-là, on pourra penser que le droit international permet le droit à la sécession remède pour le peuple en question. Là, évidemment, on est, vous l'avez compris, sur le terrain du droit international, donc il y a beaucoup de belles intentions. Est-ce que ça se réaliserait si facilement que ça? J'en suis pas convaincu, mais là, je vous parle du droit à la sécession remède, le droit à l'autodétermination externe, c'est la même chose, pour mieux comprendre quels seraient les droits possibles dans ce cas-ci, partant de la prémisse, évidemment, qu'il s'agirait d'un envahissement en bonne et due forme ou en mauvaise et due forme, dépendamment comment vous voyez ça. Donc, ça, c'est pour le droit interne canadien. La Cour suprême a précisé ce qu'il en était par rapport au Canada versus le droit international de manière générale, bien que ça s'applique à l'ensemble des peuples et nations sur la Terre. Laissons tomber donc le Canada et allons du côté de la documentation internationale. Là, je vous ai parlé de la Cour suprême, des règles de base, de la Cour référait à certaines documentations, notamment ce qu'on appelle la déclaration d'Helsinki. Helsinki, qui est en Finlande, on sait qu'il a été signé en 1975. Quand je dis signé, c'était pas dans le sens de ratifier un traité au sens fort, parce que la déclaration n'est pas un traité. La déclaration est seulement justement une espèce de, je dirais, une déclaration de principe, une espèce de symbole qui est pas contraignant à 100 000 à l'heure, mais qui a sa petite influence. Et là, laissez-moi vous lire quelques passages qui sont importants. La déclaration d'Helsinki, donc, protège notamment ce qu'on appelle l'égalité souveraine, le respect des droits inhérents à la souveraineté, s'abstenir de recourir à la menace ou à l'usage de la force. On protège l'inviolabilité
des frontières. On protège l'intégrité territoriale des États. Donc, ce sont 4 éléments, clairement, qui empêcheraient nécessairement, en droit, les États-Unis de débarquer ici et d'annexer de force le Canada. Je le répète, par contre, la déclaration n'est pas parfaitement contraignante, c'est plus un énoncé de principe, mais chose à noter, ça a été adopté, cette déclaration-là, dans un cadre très européen à l'époque, en 1975, bien que et le Canada et les États-Unis ont signé la déclaration et donc sont tenus, en quelque sorte, à ces principes, sous réserve, évidemment, de leur mise en application, on s'en doute. Alors ça, c'est pour la déclaration d'Helsinki. D'autres affaires, qui est quand même assez intéressante, je pense, vous en jugerez, c'est ce qu'on appelle le statut de Rome, qui a permis notamment la création de la Cour pénale internationale. Laissez-moi vous lire un article, c'est l'article 8 bis 1, qui dit ceci. Crime d'agression. Qu'est-ce qu'un crime d'agression? Et là, je le répète, si, évidemment, le Canada voulait se joindre aux États-Unis, bon, ben là, par référendum ou autre, c'est réglé, basta. Mais si le Canada ne souhaite pas se joindre aux États-Unis et que les États-Unis débarquent ici avec des tanks, avec des avions, qu'est-ce qui arrive? Bon, techniquement, le statut de Rome à l'article 8 bis 1 dit ceci. Un crime d'agression. Aux fins du présent statut, on entend par crime d'agression la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure, personne étant ici probablement le président Trump, effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité ou son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Aux fins du paragraphe 1, on entend par acte d'agression l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégralité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Donc, on s'entend bien que dans ce cas-ci, si les États-Unis débarquaient par la force, il y aurait contravention, de toute évidence, à l'article 8 bis du statut de Rome. Le crime d'agression présente une définition parfaite ou à peu près de ce qu'on vient de se dire. La Charte de l'ONU maintenant, parce que le statut de Rome y réfère. Qu'est-ce que la Charte de l'ONU nous dit? Ça, c'est quand même assez intéressant, parce que vous savez comment fonctionne l'ONU, il y a une assemblée, mais il y a aussi un conseil de sécurité. Conseil de sécurité, là, il y a des membres permanents. Et parmi les membres permanents, il y a les États-Unis. Le Canada n'est pas là. Et si vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité, vous avez un droit de veto pour bloquer à peu près tout ce que vous pouvez souhaiter de bloquer. La Russie en fait partie, notamment. Le Conseil de sécurité, il fait respecter les principes de la Charte de l'ONU. À l'article 41, on prévoit, par exemple, qu'il y aura de la médiation possible si jamais il y avait un pays qui voulait en envahir un autre. On pourrait forcer cette espèce de médiation-là. Et disons que le pays agresseur ne souhaitait pas participer à un processus de médiation. À ce moment-là, l'article 42 et 43, toujours de la Charte de l'ONU, prévoit que le Conseil de sécurité pourrait forcer la voie militaire, pourrait intervenir par la force et pourrait amener d'autres États qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité, mais qui font partie de l'ONU au sens large, à intervenir militairement eux aussi. Maintenant, avec ce que je viens de vous dire, peut-être 2 exemples, peut-être pour mieux comprendre. L'exemple du Koweït, on avait appelé la guerre du Golfe, et l'exemple de la Russie par rapport à l'Ukraine. Dans le cas du Koweït, qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'Irak de Saddam Hussein, on s'en souvient, pour les plus vieux, et peut-être pour les plus jeunes qui ont étudié l'histoire un peu, débarque au Koweït, tout simplement, tout petit pays de rien du tout, qui n'a pas vraiment de force militaire prévue et qui s'est fait bouffer tout rond, tout simplement. L'ONU a adopté des résolutions, une et après l'autre. Le Conseil de sécurité a proposé l'article 41, une espèce de médiation potentielle, mais s'est fâché assez rapidement, puis a dit là, ça va faire, article 42-43 dont je vous parlais, on débarque. Ils sont débarqués justement contre l'Irak au Koweït pour faire débarquer ce même Koweït. Est-ce que ça a été possible? La réponse, c'est oui, je viens de le dire. Pourquoi? Mais parce que dans ce cas-ci, tous les pays faisant partie du Conseil de sécurité, tous les membres permanents du Conseil de sécurité étaient d'accord
pour aller tasser, si je peux dire, l'Irak du Koweït. Maintenant, l'exemple de la Russie contre l'Ukraine, qui, au moment d'enregistrer ce petit topo, existe encore, malheureusement. Ben, la Russie, ici, n'a pas subi les foudres du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi? Pour la raison que vous vous doutez, la Russie fait partie du Conseil de sécurité. Il n'y a absolument rien que le Conseil de sécurité pourra faire d'un point de vue militaire, même pas d'un point de vue médiation, mais non plus, encore moins en fait, d'un point de vue militaire, pour débarquer en Ukraine, pour essayer de rejeter les forces militaires russes, comme ils avaient fait à l'époque au Koweït par rapport aux forces militaires irakiennes. Je compléterai en disant que, et pour le Koweït et pour la Russie, l'autre exemple étant celui de la Cour pénale internationale, du statut de Rome. Regardez comme c'est intéressant. Pour poursuivre un État devant la Cour pénale internationale, ben, il faut deux choses. Il faut que le pays en question reconnaisse la légitimité de la Cour pénale internationale, fasse partie du statut de Rome. C'est pas le cas de la Russie. Il y a une exception, par contre. L'exception étant la suivante, c'est que même si l'État ne fait pas partie du statut de Rome, le Conseil de sécurité peut forcer quand même la Cour pénale internationale à agir, même si c'est face à un État comme la Russie qui ne respecte pas le statut de Rome, qui n'est pas participant, qui n'est pas signataire, qui n'a pas ratifié le statut de Rome. Le problème, c'est quoi? On est toujours à la même chose. Et que la Russie fait partie du Conseil de sécurité, donc on ne peut pas utiliser cette exception comme telle. Morale de l'histoire, si les États-Unis décidaient de débarquer au Canada, le droit international risque assez difficilement de venir en aide à ce même Canada. Il y aurait peut-être l'exception dont je parlais tout à l'heure, le droit à la sécession remède lorsqu'il y a une violation du droit à l'autodétermination externe, mais on a déjà essayé ça dans d'autres contextes et ça a été, disons, plus difficile. Pourquoi? Parce que le droit international, disons-le franchement, est souvent un droit qui manque de mordant et souvent un droit qui considère énormément la géopolitique. Et est-ce que d'autres pays souhaiteraient venir en aide à ce même Canada, sachant qu'ils auraient de ce fait-là un Donald Trump dans le dos pour pas dire autre chose? Franchement, la question se pose. À bientôt.